Salut Frank, bienvenue dans Yann et Frank. Ouais, c'est vrai, c'est moi l'autre. Ça va bien? Ça va bien. Hey, non, mais gros, on a joué au Sherlock Holmes depuis une couple de temps. Tu sais, les fameux classements Spotify. Moi, ça m'avait un peu motivé / déprimé quand on s'était ramassé en 22e place au Canada. Motivé dans le sens où tu te dis « Wow! » Tu sais, man, on vient de décoller puis on est 22e position au Canada. Déprimé parce que je me dis, crime, on est comme même pas 1000 auditeurs encore par jour, puis tu te dis, c'est Ouais, quoi le tu te réel dis, potentiel du podcast au Canada, là, tu sais, tu te dis finalement, il n'y a personne qui écoute des podcasts. Exact, fait que là, t'es là, tu te dis, ouais, si on est déjà 22e, puis là, Jeff était 3e, puis il était en arrière de Joe Rogan, tu te dis, tabarouette, man, tu sais. Il n'y a donc même pas de gens qui écoutent des podcasts quand même. Parce que nous autres, on a les vrais chiffres. Là, on est à peu près à 1000 écoutes, puis on était 22e Canada. OK. J'étais déprimé un peu. Puis là, après ça, on s'est mis à dégringoler dans les sondages, dans les classements. Puis là, nos chiffres s'amélioraient. Avec là, t'es là, tu dis, OK, c'est quoi, le monde écoute plus l'été? Puis moi, je déteste pas comprendre. Là. Je déteste pas comprendre. Là. Fait que on investigue, puis on a toutes sortes de théories, puis là, on essaie de comprendre cette astuce d'algorithme-là, puis tout ça. Puis là, on a compris. Puis ce qui nous a aidé à comprendre, c'est le podcast des affranchis qu'on a décollé cette semaine. C'est un nouveau podcast. Donc, il y avait 0 abonnés au début à ce podcast-là, hein, de toute évidence. Ouais. Puis là, hier, on est arrivé puis on a dit, puis avant-hier, puis vendredi dernier, allez vous abonner aux affranchis. Allez vous abonner aux affranchis. Puis on a déjà nos propres abonnés, nous autres, sur Spotify. On a comme 2300 abonnés. Fait que là, ça le fait qu'il y a eu une vague d'abonnements pour les affranchis. Ben là, on se lève un matin, puis les affranchis est 57e dans le classement. Devant Yann et Frank. Devant Yann et Frank, qui est 75e, qu'on fait un retour dans le top 100, parce qu'on se tenait plus dans le 115-120. Puis qu'est-ce qui est différent? Pourquoi Yann et Frank est dans le top 100? Est-ce qu'on a des meilleurs chiffres que la semaine passée, qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 3 semaines? La réponse est non, on n'a pas des meilleurs chiffres. Sauf que hier, je vous ai demandé d'aller vous abonner. Puis il y en a 30 qui l'ont fait. 30 nouveaux abonnés qui l'ont fait. Ce qui est plus que les 10 habituels qu'on a. Ben là, on est revenu dans le top 100, on est même top 75. Puis les affranchis, hier, il y a eu 110 nouveaux abonnés sur l'affaire. Les autres sont 57e position. Fait que ce classement-là, c'est pas le nombre d'écoutes, c'est pas il y a combien de gens qui t'écoutent, ce qui franchement, est un peu absurde quand on y pense. C'est vraiment... Puis c'est pas un algorithme très sophistiqué non plus, parce qu'en décollant le nouveau podcast, on a pu déceler vraiment c'était quoi à base. En fait, c'est basé un peu sur le même principe que ce qu'ils font en musique, là, ce qu'on comprend. C'est que c'est simplement, il y a combien de personnes qui se sont abonnées dans les 5-6 derniers jours. Là. Non, c'est sûr, ça n'a pas rapport. Hier, on voulait parler un petit peu plus d'économie. Tu avais des articles là-dessus, puis finalement, bon an, mal an, d'un sujet à l'autre, on a passé un peu par-dessus, mais j'ai envie de commencer Ça, c'est le moyen facile de dire que tu n'as pas fait de recherche ce matin, puis c'est moi vous qui parle. Là. Non. Le pire, c'est que j'ai genre 1, 2, 3, 4, OK, c'est beau. 5, 6. Aussi. J'ai genre 15 fenêtres d'ouvertes. Non, mais je voulais dire que pour faire le lien avec ce qu'on voulait jaser d'hier, j'ai un petit audio de une... Moi, c'est en train de devenir une de mes préférées. Madame Jean-Pierre, la nouvelle madame qui fait une conférence de presse pour représenter le monsieur, qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Là. Il se tombe en bicycle, pogne la COVID. La madame lesbienne, haïtienne, noire, puis elle avait-tu quelque chose d'autre? Il me semble qu'il y avait de quoi d'autre. Ah ouais, il y a sûrement quelque chose d'autre. Je suis la première femme noire lesbienne. OK, c'est ça. Ouais, c'était ça. C'était une affaire dans même. Mais écoute, on n'arrête pas le progrès, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que là, elle, parce que tu sais que le président Biden avait dit non, il n'y a pas d'inflation. Comme bien du monde d'ailleurs. Là. Non, arrêtez de dire ça, il n'y a pas d'inflation. Après ça, non, mais arrêtez, là, c'est temporaire. Non, mais arrêtez, c'est transitoire. Non, mais arrêtez, c'est pas si élevé que ça. Non, mais arrêtez, c'est juste 7%. Mais arrêtez, c'est pas 10, c'est 8. Et là, ainsi de suite. Là, on n'est pas en récession. Mais là, c'est ça. Là, la nouvelle affaire, c'est qu'on n'est pas en récession. Et là, elle se fait un petit peu cuisiner en conférence de presse. Toujours difficile l'économie pour elle, hein? Très difficile. That the economy is not in a recession. And it was a year ago that the president said that inflation would be temporary. So the question is,
Why should Americans take his word for it now when the president got it wrong on the economy a year ago? So here. Juste parce que là, c'est pas super fort, parce que c'est la personne dans la pièce qui parle. Il a dit, vu que le président, la personne qui pose la question, a dit, vu que le président raconte n'importe quoi sur l'inflation, là, je le paraphrase, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance quand il dit qu'il n'y a pas de récession? C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Et là, voici la réponse. Here's, when we talk about recession and we talk about where we are currently today, what we look at and what we speak to is the facts, is what other experts are saying and what the textbook definition is of recession. And if you look at the pre-recession years during in our history, you see that the thing that happens during a pre-recession is that is that you lose jobs, and we're not seeing that currently. It is not what is happening. The labor market, it has gained jobs. If you look at the first 6 months, 2.7 million jobs have been created under the president's watch. 9 million new jobs have been created. The last quarter, 1.2 million jobs. And we're seeing the resiliency of business investment. We're seeing the resiliency of consumer buying power, and that matters. Those are the broad factors that we look at. C'est pas ce que j'appelle vraiment répondre à la question, by the way. Honnêtement, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire que ça. Mais moi, là, le mot resiliency, je suis plus capable. Ouais, je suis plus capable. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si pire. C'est qu'il y a des définitions de ce qu'est une récession, ça n'existe pas. Ça, c'est le bug en économie. Puis, tu sais, les économistes, là, ça fait que s'ostiner sur des grands thèmes longtemps. Puis, tu sais, c'est pas important réellement de savoir est-ce qu'on est en récession ou pas. Parce que la version officieuse de qu'est-ce qu'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs avec un PIB, avec une croissance du PIB négative. Ce qui est arrivé aux États-Unis. Donc, de voir tout le monde sortir et dire les États-Unis sont en récession, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Parce que la version officieuse pour déclarer qu'est-ce qu'une récession, on a souvent utilisé cette mesure-là, 2 trimestres consécutifs de croissance négative, ce qui est totalement vrai présentement aux États-Unis. Sauf que ce qui déclare officiellement une récession, c'est un genre de bureau, là, j'ai oublié le nom. Là. C'est eux autres qui ont la tâche de déclarer officiellement qu'on est en récession ou pas. Et eux vont utiliser plus de métriques dans ces affaires-là. C'est sûr que si présentement tu as une croissance négative aux États-Unis, premièrement, la croissance négative est relativement faible, première des choses. Deuxième des choses, ben c'est vrai qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi encore, le taux de chômage ne bouge pas, ainsi de suite. Parce qu'une récession plus classique, qui va amener des pertes d'emploi un peu partout, va amener un taux de chômage à monter souvent de l'ordre de 8, 9, 10 %. Fait, est-ce qu'elle a dit quelque chose de faux? Non. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de clumsy? Oui. Oui, c'est ça, mais dans le fond, c'est un lie. Ça apparaissait au début, qu'est-ce qu'elle faisait? Les gens qui sont juste en audio, ils ne voient pas, mais vous irez voir le podcast en vidéo. Elle tourne à peu près 18 pages au début. Hey, Chris, c'est où le liner qu'ils m'ont mis là, si jamais je me fais poser une question de même? Fait que là, elle arrive puis elle lit un petit truc qu'un genre de Gobeil ou Koskinen il a écrit dans un livre. Puis, ben là, l'économie est résiliente. Puis, c'est carrément ça. Là. Le flou qu'on est présentement, c'est très significatif du fait qu'en économie, la définition de récession est vraiment pas claire. Puis de toute façon, ça change quoi? Dans le sens que c'est juste une terminologie. Ah, on est en récession. OK, puis là, les médias peuvent faire des grands titres avec ça, puis ainsi de suite. Mais je veux dire, est-ce que le marché de l'emploi va bien? Oui. Est-ce que certains secteurs sont plus en difficulté? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en boom? Oui. Fait que tu sais, on n'a pas une économie qui est scrap présentement aux États-Unis ni au Canada. Là. On n'est pas là. Ça va peut-être venir là. Parce que les taux d'intérêt rentrent dans le derrière des jambes à tout le monde. Ben oui. Mais là, tu vois, moi, ce que je vois plus, c'est qu'on est encore un peu dans un territoire qui est très vaseux. Est-ce qu'on s'en va réellement en récession forte? Est-ce que c'est réellement une récession qu'on va vivre à très court terme, là, disons cet automne? Ben, c'est sûr que la probabilité n'arrête pas d'augmenter parce que la version officieuse aux États-Unis est comme déjà atteinte. Fait que là c'est bien important pour le monde, là, c'est les termes. Puis là, on veut pointer pendant les midterms que le président est en récession, une chose comme ça. Où est-ce que la journaliste marque un point? C'est est-ce qu'on devrait se fier au président pour nous dire c'est quoi l'état de l'économie?
Jamais. Jamais. Non. Mais je pense que ce qui fait en sorte que les gens, beaucoup de gens deviennent cyniques, ça, tu peux prendre n'importe quel sujet, on viendra à autre chose après, là, c'est que quand Donald Trump était dans l'office, il y avait à CNN tous les jours le petit truc de la bourse. Et là, s'il fallait que pendant 1 heure, on était dans le rouge, il y avait un panel avec 3 invités pour nous dire que l'effondrement économique s'en venait. Oh, ouais. C'est pas des jokes, là, ce que je dis là. C'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois de mes yeux vus. Là. Oui, puis en finance, c'est tout le temps la même affaire. Hein. Quand tu arrives, puis les marchés baissent, t'as plus de clics, les gens sortent puis annoncent plein de catastrophes, nanana. Mais quand tout va bien, tout le monde s'en sac l'économie. En même temps, comment je pourrais dire ça? Les universitaires peuvent s'obstiner sur des définitions puis des débats sémantiques. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est leur job, c'est leur pain puis leur beurre. Mais à un moment donné, là, tu sais, c'est comme si tu es à l'aube de la Révolution française, puis tu vas voir le roi, puis tu dis, écoute, là, ça brasse en dessous de tes pieds, je t'avertis, le peuple est pas content, il y a du monde qui sont prêts à rentrer dans le palais, puis ils vont te couper la tête. Puis là, tu as quelqu'un d'autre qui arrive à côté et te dit, non, écoutez-les pas, la définition d'une révolution, c'est quand il se passe telle affaire, on n'est pas rendu là. Ouais. Là, tu te dis, voilà, t'as peu, là. Ouais. Ostinez-vous si vous voulez que vos affaires, là, mais ça cogne à la porte l'autre bord. Là. Mais c'est un peu ça qu'on a l'impression. Tu sais, au début de l'inflation, on le voyait tout. Là. Après, si tu essayais d'acheter de quoi quelque part, ça coûtait des fois le double du prix, les pénuries. Tout le monde avait ce feeling-là qu'on s'en allait vers une augmentation des prix. Puis là, partout, c'était non, mais les chiffres montrent qu'il n'y a pas d'inflation. On me dit, ouais, mais je m'en fous de vos chiffres qui sont pour des affaires qui sont passées. Je comprends que c'est important pour les universitaires et ceux qui font des vraies recherches là-dessus. Je le comprends, tout ça. Mais pour la vie concrète de tous les jours, les gens voyaient ça venir. Les gens qui faisaient leur épicerie, là, ils voyaient ça venir pendant que les autres experts, là, ils écrivaient des posts pour dire que arrêtez là, les pas dedans là, de prévoir des affaires, vous n'avez pas raison. Mais en fait, c'est que les policymakers, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils savent, puis ils en ont un impact à court terme. Ils savent que ce qu'ils vont dire va avoir un impact à court terme sur les réactions des gens dans l'économie. Ouais. Donc, justement, s'ils déclarent qu'il y a de l'inflation qui va perdurer, ils savent que ça va avoir un impact sur ces taux d'intérêt. Ouais. Ils savent que ça va avoir un impact justement sur ces chiffres d'inflation. Peut-être qu'ils vont sacrer l'économie en récession parce qu'ils ont été trop hawkish dans leurs commentaires. Fait que tu sais, c'est un peu la poutine. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui devient fiable du côté des policymakers. Les policymakers, je parle évidemment des politiciens, mais je parle aussi des dirigeants de la Banque centrale. Puis n'importe quel économiste qui a un peu d'impact dans cette affaire-là. Même les analystes financiers qui vont travailler dans des banques, eux aussi ont leur propre biais. Tu sais, je veux dire, pour la business d'une banque, être en récession, c'est pas quelque chose qui est très bien. Les gens empruntent moins, les gens font moins de projets immobiliers, des choses comme ça. Fait que tout le monde a ses propres biais dans le milieu financier. C'est ça qui rend ce milieu-là complètement sauté dans ma tête. Là. Je veux dire, il se dit tellement de n'importe quoi là, dans le milieu financier. C'est hallucinant. 95% de ce que vous lisez sur la finance, c'est de la merde. Si vous partez avec ça dans votre tête puis vous vous intéressez à ce milieu-là, vous risquez d'avoir un certain succès dans vos analyses. Si tu prends pour acquis que 95% de ce que tu lis, c'est tout de la bullshit. Mais tu sais, c'est freak quand tu y penses un peu, là, de penser comme ça. Mais moi, quand je fais de la finance, c'est le même que je pense. Je lis plein de choses, mais je crois pas beaucoup de choses. C'est la raison pourquoi tu restes à côté sur des principes de base puis tu continues d'avancer. On reste investi 100% du temps, on s'assure d'être diversifié parce que de toute façon, tout le monde dit à peu près n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça la game. Mais là, où est-ce que je m'en allais aussi avec ça? C'est Chris, j'ai perdu mon idée. T'es pas là pantoute, je m'en allais. C'est pas grave. On a quand même fait un beau tour là-dessus. Ah oui, c'est ça. C'est que ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que le PIB négatif, là, c'est le PIB réel et non pas le PIB nominal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a enlevé le chiffre d'inflation, évidemment, du PIB. Parce que tout le monde comprend que le PIB augmente très vite présentement. Quand tu as 8 à 9% d'inflation aux États-Unis, ton PIB augmente fortement. Donc, les revenus de taxes augmentent fortement aussi au niveau des gouvernements. Sauf que pour analyser est-ce qu'on est en récession ou pas, ils regardent le PIB réel. Donc, si, mettons, tu as augmenté de 10%, mais tu as 9% d'inflation, le PIB réel, c'est 1% de hausse.
Fait que c'est ça qui est regardé réellement. Fait que c'est pour ça que là, il y a plein d'obstinage, parce que ce qui fuck tous les chiffres présentement, c'est l'inflation. Elle vient toute fuck à patente. Puis tu le vois dans l'article de Michel Girard qui a publié aujourd'hui pour parler des 2 premiers mois du budget Trudeau-Freeland. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que là, ils sont en surplus budgétaire. Hey, le gouvernement fédéral est en surplus budgétaire sur 2 mois. 7 milliards de surplus budgétaire. Là, tu décortiques l'article un peu, puis qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, c'est que augmentation de l'impôt sur les profits des entreprises, augmentation de TPS, TVQ, t'es là, tu dis, c'est directement lié à la hausse des prix. C'est directement lié aussi à certaines subventions que les entreprises ont eues, qui ont augmenté leur profitabilité en 2021, puis qui ont fait leur rapport d'impôt récemment. T'sais. Donc, l'argent est rentré moi, je pensais que c'était à cause que les gens remboursaient leur PCU qui n'avaient pas eu droit. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Hein? Fait qu'ils sont à 7 milliards de surplus budgétaire. Mais tu sais, tu compares ce 7 milliards de surplus-là à des années complètement fuckées. Puis l'année 2022 est elle-même une année fuckée parce qu'elle était à 8 d'inflation. Fait que tu sais, t'es là, tu dis, ouais, qu'est-ce que ça veut dire réellement, ces chiffres-là? Pas grand-chose. Parce que au niveau du gouvernement, évidemment, tout le monde comprend que les revenus s'ajustent très rapidement parce que le secteur privé s'ajuste très rapidement à l'augmentation des prix. Mais le gouvernement fédéral, côté dépenses, sa plus grosse dépense, c'est le staff. Ben, le staff, c'est des salaires qui sont négociés, conventions collectives. Tout ça, c'est pas encore nécessairement refléter cette hausse de l'inflation-là dans le salaire des employés de l'État. Fait qu'il va y avoir une période de temps que le gouvernement va faire des surplus budgétaires. Ça va arriver aussi au niveau québécois, j'en suis persuadé. Fait que je me doute que quand François Legault va être en élection, là, on va avoir des surplus budgétaires à ce moment-là. Sauf que la négociation des employés de l'État a lieu en mars 2023. C'est là qu'on va se faire tout fourrer, là, toute la gang. Là. C'est à cette négociation-là qu'on va se faire avoir. C'est pas mal ça qui s'en va. Dans tout l'article de Michel Girard, honnêtement, les chiffres qui sont poussés là-dedans, c'est tout un peu de la bullshit parce que c'est pas que les chiffres sont mauvais, là, au contraire, là, les chiffres sont bons. Mais je veux dire, les bases comparatives sont toutes fuckées à cause de l'inflation. Il y en a un, par contre, qui, lui, est vachement important. Puis ce qui me fait capoter, c'est qu'il est quasiment dans le dernier paragraphe du texte. La hausse du coût du service de la dette au niveau fédéral. Une hausse de 44 % dans ce poste budgétaire-là. Parce que tu as deux facteurs. Tu as l'augmentation démesurée de la dette dans les 2 dernières années et tu as l'augmentation des coûts d'intérêt que le gouvernement paye. Exactement. Fait que la hausse du service de la dette, présentement, là, c'est un taux annualisé de 44 %. Ouais. C'est gigantesque. Là. Et puis ça, là, je me souviens que tu as parlé de ça avec dans un podcast avec Joe Hamel, Éric Duhem et Feu Germain Belzile. On le salue de l'au-delà, mais Germain avait parlé de ça, là, comment le service de la dette au Canada, c'est quoi? C'est des années 90, là, avant qu'ils fassent la petite cure, j'allais dire d'austérité. C'est pas vraiment une cure d'austérité. Ils ont tout sacré le problème dans le cours des provinces. C'est ça. Exact. Fait qu'ils ont rationalisé un peu le transfert et le dépense, mais c'était l'enfer, là, ce que ça coûtait là, en intérêt sur la dette, là, justement, là, chaque année. Là. Ben, le budget fédéral est quelque chose de hautement dysfonctionnel. Un des gros postes de dépenses pour eux, oui, j'ai parlé des employés, mais un autre poste, c'est les transferts faits aux provinces. Donc, le fédéral reçoit toute la merde, tout le déshonneur d'avoir taxé son peuple. Ben oui. Puis après ça, transfère le nanan aux provinces qui, eux, dépensent puis ont l'air de gouvernements extrêmement généreux. Tu sais, je veux dire, François Legault, dans une année, puis c'est François Legault, puis c'est la même chose avec Kenney en Alberta, là. Dans une année, il dépensait plus d'argent que ce qu'il avait collecté en taxes et impôts à cause des transferts fédéraux. Puis le fédéral, lui, c'est un peu chien pour eux autres parce que tu te dis, par rapport à leurs dépenses réellement qui se rendent aux citoyens, c'est très minime là, ce qui revient avec un chèque, avec une feuille d'érable par rapport à tout ce qui est collecté en taxes et impôts. C'est l'enfer. Fait que c'est eux autres qui ont l'odieux de taxer, puis c'est les provinces qui ont le bénéfice de dépenser. Comme les villes. Les villes, c'est pareil. Là. Les villes, s'ils ne donnent pas les services, ils font rien. Ils commandent le cash au fédéral, puis après, ils font toutes sortes de niaiseries. Au fédéral et au provincial, puis après, ils font toutes sortes de niaiseries avec. Il faut que je vous partage de quoi. Je suis tombé là-dessus cette semaine, là, justement, un peu dans le même ordre d'idée. Ça nous a coûté cher, les Trudeau. Très, 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 très cher.
Ça, c'est un petit graphique là, de la dette fédérale accumulée par les premiers ministres qui se sont succédés. Donc, en tête de liste, évidemment, on a Pierre Elliott Trudeau père. Le fils, inquiétez-vous pas, là, il fait tout ce qu'il peut pour accoter le père. Pierre Elliott Trudeau père, c'est une augmentation de 58,8 de la dette. En fait, le seul premier ministre qui a baissé la dette par personne, parce que c'est rapporté par tête de pipe, c'est Saint-Laurent dans fin des années 40, début des années 50. Tu vois les autres, il y a Diefenbaker, Stephen Harper, c'est quand même des petites augmentations. Harper, il y avait une diminution jusqu'à temps qu'il y ait la récession où là, ils ont augmenté certaines dépenses. Ah, je me rappelle de Flaherty qui signait des gros chèques de 15 milliards de remboursement de dette, des affaires de même en 2006. Oh, oui, c'est ça, exact. Mais en plus, juste mentionner que Pierre Elliott Trudeau, il est là 2 fois. Hein. Il est là ici, puis il est là. Ça, c'est son deuxième mandat. Ça, c'est son premier mandat, puis ça, c'est le deuxième. Il fallait qu'il revienne en plus. Hein. Il y a eu 68 à 78, puis après ça, 80 à 84. On se l'est tapé 2 fois pareil. Hein. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Brian Mulroney, ça, c'est les grands progressistes conservateurs qui finalement se sont comportés en libéraux. Là. Mais tu sais, quand même, c'est drôle parce que je voyais ça, puis je pensais à Vincent, il nous avait dit maintenant qu'il n'y a aucun lien entre les idéologies politiques puis la manière dont l'État est géré. Puis je me disais, wow, au Canada, peut-être qu'il y a peut-être un petit lien finalement, parce que tu regardes, tu regardes ce que je vois là, puis il m'a dit que c'est assez évident qu'il y a une tangente qui penche vers quelque chose. Il y a peut-être un petit affaire que j'aime pas dans le graphique, là, c'est per person of any PM experiencing a recession since. Ouais. Parce qu'on n'a pas Jean Chrétien là-dedans. Et à mon avis, puis écoute, je vais à peu près quand je dis ça, mais à mon avis, lui puis Paul Martin vont avoir des chiffres négatifs, eux autres aussi, probablement. Mais ils n'ont pas expérimenté une récession dans leur mandat. C'est ça, oui. C'est ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le graphique montre uniquement les PM qui ont été dans des récessions là, officielles, puis comment ils se sont comportés avec... En même temps, tu sais, c'est de faire des paiements de dette la journée que tu as la chance d'avoir aucune récession dans ton mandat, ce qui n'est pas grâce à toi, by the way. Mais tu as la chance de ne pas avoir de récession dans un mandat. J'espère que tu as fait des paiements sur la dette. Ah oui, ben non, c'est clair. Il faut que je vous montre de quoi. Hier, j'ai fait un truc quasiment prophétique. Là. J'ai tweeté ça. Parce que vous savez que Nancy Pelosi s'en va à Taïwan. Et là, bref, la Chine a dit non, vous venez pas à Taïwan, on ne veut pas vous voir là, il y a des tensions. N'est pas attisé les tensions encore, mais les démocrates, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le derrière, là, depuis qu'ils sont là, ils ont braillé pendant 4 ans que Trump allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Depuis qu'ils sont là, c'est le bordel en Afghanistan, il y a la guerre en Ukraine, puis là, l'autre folle, elle s'en va à Taïwan. He will have the nuke button. Ouais, c'est ça. Puis là, je dis... j'ai dit hier, si Nancy Pelosi était républicaine, on aurait déjà un texte de Norma Lester, un de Richard Etu et un autre de Pierre Martin nous disant que le gouvernement américain cherche à déclencher la Troisième Guerre mondiale en provoquant la Chine. Bon, on a eu quand même un certain succès avec ça. Et là, je vous replonge quelques instants. Moi, t'as des bons succès de tweets pendant l'été. Moi, je vais complètement arrêter. Je suis tellement démotivé à tweeter. Ouais, je peux très bien comprendre. Je vous partage quelques succès souvenirs. Norma Lester, Trump est un dangereux. Il est dangereux pour son entourage et pour la population américaine. Il va tuer tout le monde, ce gars-là. Comment capable ça fait lui? Je sais pas. Elle a l'air bien collé. Je vous en partage une autre. Sa chronique. La stupidité, les Américains et la guerre civile. Est-ce qu'on voit la tête de Donald Trump? Hey, mais par rapport à la guerre, par rapport à la guerre civile, il y a un gars qui a eu 7 ans de prison là, pour l'insurrection du 6 janvier. Trouves-tu pas pire, celle-là? Trump et sa famille iront-ils en prison? Ça va, Normand? Normand. Mais là, t'as peu. Je t'amène, juste avant que tu arrives à ton point, je t'amène sur son article de ce matin. Nancy Pelosi à Taïwan. Va-t-on éviter le pire? Et là, mon gars, c'est d'une complaisance. C'est bon signe. C'est l'ambiguïté stratégique de la Maison-Blanche. Elle fait tout ce qu'elle peut. La réalité, c'est que la Chine est en sacrament. Regarde, elle déstabilise le statu quo.
Regarde, c'était écœurant ce qu'a fait là, Nancy Pelosi. Un incident malencontreux pourrait se produire, Yann, mais une escalade involontaire est un risque réel, mais peu probable. OK. Mais c'est parce que si c'était Trump, ce serait pas ça, le traitement Non, médiatique. non. Si c'était Trump, t'aurais une face de lui avec la bouche ouverte qui a l'air d'un déficient mental, puis ce serait écrit Donald Trump, 2 points, en route directe vers la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est sûr et certain que c'est ça qui serait écrit. C'est ce qu'il a fait pendant 4 ans. C'est incroyable comment ces gens-là sont incapables de la moindre objectivité. Moi, je l'ai dit l'autre fois, Biden, il fait quasiment les mêmes affaires que Donald Trump. Là, hier, by the way, l'autre affaire drôle, as-tu vu qu'ils ont snipé un gars de Al-Qaïda? Le boss. Ouais, le boss. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand il y avait eu le raid en Iran où ils ont descendu un gars, là? Ça n'avait pas de bon sens de jour de il y avait des notifications sur nos téléphones comme quoi quasiment que la Troisième Guerre mondiale est en train de commencer à cause de cette affaire-là. Là, hier, ouais, c'est pas pire, hein, M. Biden. Là, ils ont descendu quelqu'un de... Ben là, écoute, il faut s'en occuper, c'est des fous, ça. Ah non, ils sont de mauvaise foi, c'est l'enfer. Parce que moi, j'avais lu beaucoup sur l'apparence de conflit en Iran, qui était ça aussi la Troisième Guerre mondiale. C'était vachement intéressant. Le thinking qu'il y avait derrière cette attaque-là, puis comment que ça avait été justement très, très, très chirurgical, ce qui avait été fait. Puis c'était considéré comme un changement de doctrine profond à l'intérieur des États-Unis dans leur politique étrangère, ce qui était fait parce que l'Iran était un pays qui avait jamais... les Américains avaient toujours fait pipi gazette avec eux. Puis au contraire, là, pour une fois, là, les États-Unis se tenaient debout. Puis ils disaient non, là, c'est assez, là, puis vous allez arrêter de niaiser. C'était toute une histoire de bateau, cette histoire-là. Puis finalement, ils ont attaqué un général, tu sais, pour envoyer un message. Puis l'Iran avait répliqué en avertissant Israël un peu d'avance que on va vous tirer dessus à telle heure là, pour vous, genre, vous tasser, là, puis on va vous manquer. On va vous manquer, là, mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse un peu de propagande dans notre pays, là, tu sais. Ça avait été quand même assez fascinant cet épisode-là. Puis effectivement, les journaux québécois sur cet épisode-là, ils étaient débiles. Là. Tu dis, tabarnache, ça va, les amis? Tu lisais des textes en profondeur dans des journaux internationaux, puis tu lisais la boîte qu'il y avait dans nos médias. Tu fais, hey man, ça fait dur en Simonac. La réalité, c'est que moi, Pelosi qui allait à Taïwan, je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Puis la Chine, elle a pas son mot à dire là-dedans dans ma tête. Sauf que si tu prends leur grille d'analyse qui appliquait à Donald Trump, ils devraient être en train de déchirer leur chemise. Ah non, mais c'est carrément ça. Là. Regarde, j'en ai un article ici qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, justement, quand ça s'était passé. Mort du général Soleimani, ça c'était le gars d'Iran. L'Iran et la menace Donald Trump. Mm-hmm. Hey, l'Iran, là, l'Iran, quand ça s'est arrivé, là, ils se sont tenus tranquilles après. Là. Ils ont arrêté de gosser les navires qui passaient proche du pays, là, by the way. Ah, c'est incroyable. Moi, ça me pue tellement au nez. Là. Ça n'a même pas rapport, je veux dire. Peu importe pour qui vous êtes. Là. Moi, ce 2 poids, 2 mesures-là, là, c'est... Les républicains qui aujourd'hui déchirent leur chemise, que Pelosi va en Taïwan, c'est aussi un 2 poids, 2 mesures. Ben oui, absolument. C'est carrément ça. C'est comme les républicains qui sont toujours en train de péter le plomb quand les démocrates sont là et font des déficits. Et là, ben, quand vous arrivez, vous faites la même crise d'affaires. Ah oui, exact. C'est insupportable. Mais c'est tellement malhonnête. Là. Hey, pour la partie Patreon, on a des affaires, j'allais dire juteuses, mais ouais, je vais dire ça de même. C'est un mauvais jeu de mots, mais ça va être ça. Dans le sac de chips, là? Dis-moi ça. Là. Les jeunes Canadiens ont une vie sexuelle plus risquée depuis la pandémie. Non, les jeunes Canadiens n'ont pas eu de vie sexuelle pendant la pandémie. C'est plus ça le titre. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on découvre. Ça a l'air que sur Tinder et compagnie, il y en a que zing la moulinette solide. Là. Bon. Fait que là, t'as teasé là, qu'on s'en va sur Patreon. On s'en va sur Patreon.